إحياء للذكرى 15 لوفاة الزعيم لحبيب بورقيبة، تنفرد القناة الوطنية الأولى ببث شريط وثائقي نادر باللغة الفرنسية أنجزته القناة الفرنسية الثالثة مع الزعيم الراحل في 3 من شهر أوت من عام 73 و900 وألف بالقصر الرئاسي بإسقانس بمدينة المنستير، حيث كان لحبيب بورقيبة يحتفل بعيد ميلاده 70. في هذا الوثائقي النادر استرجع الزعيم لحبيب بورقيبة جوانب من سيرته الذاتية، واستعرض صفحات من كفاحه ونضاله من أجل استقلال تونس وحريتها وكرامة شعبها. وحفاظا على الذاكرة الوطنية وتخليدا لذكرى زعيم تونس وباني دولتها الحديثة لحبيب بورقيبة، تبث القناة الوطنية الأولى هذه الوثيقة النادرة التي مضى عليها أكثر من 40 عاما كاملة وبلغتها الأصلية. Vendredi 3 août 1973, palais de Scanès, à Monastir, 9 h du matin. La Tunisie rend hommage à son grand homme. Habib Bourguiba fête son 70e anniversaire. Ah, c'est très gentil. Je vous remercie beaucoup. C'est du président des Sur ce site de monastir qui fut tour à tour la Ruspina carthaginoise et romaine, puis un monastère chrétien, le palais de Scanès est la résidence d'été du chef de l'État tunisien. Là, dans ces jardins calmes, baignés par la Méditerranée, et où flotte le symbole d'une nation qu'il a plus que quiconque contribué à créer, Habib Bourguiba se souvient. Ma vie m'apparaît comme un rêve de jeunesse que j'ai pu réaliser dans l'âge mûr. C'est un mot qu'un écrivain français, une grande vie, c'est un rêve de jeunesse réalisé dans l'âge mûr. Oui, j'ai eu la chance de survivre à toutes les vicissitudes incroyables. Le plus grand miracle de ce demi-siècle de lutte, ce n'est pas tant l'indépendance de la Tunisie que le fait que je suis encore là, que je suis encore vivant, que j'ai pu survivre non seulement aux prisons, aux camps de concentration, tentatives d'assassinat. Je suis né ici, dans cette ville de Monastir. C'était un petit village, dans une petite maison, pas. Et je suis né dans le quartier des Tripolitains. Je suis d'origine tripolitaine. J'étais le 7e.
Mon père était âgé. Tout le monde pensait que c'était fini. Avec 6 enfants, 4 garçons et 2 filles, c'était suffisant. Puis 7 ans après, ma mère est enceinte. Elle avait honte. Le soir de ma naissance, elle n'osait même pas crier, n'est-ce pas? Quand je suis né, mon frère aîné, Mohamed, a eu ce mot qui signifie beaucoup de choses. Heureusement que c'est un garçon. Merci, Monsieur le Président, de venir ici dans votre maison. Je vous ai prévenu que la maison où j'ai passé mon enfance, c'est pas celle-là où je suis né. Évidemment, ce que vous voyez ici n'existait pas. Il y avait 2 vestibules. Parce que vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, de voir ce qu'il y avait dans les usages à ce moment-là, n'est-ce pas, les femmes. Alors on rentrait par là. Alors, de cette façon-là, les femmes étaient protégées, vous pouvez travailler, n'est-ce pas, ici. Et c'est là où nous avions mis nos, vous savez, nous utilisions le blé pour acheter le blé. C'est là où C'est une meule pour le blé, c'est une ça. meule, oui. C'est notre meule. Mais ça arrivait souvent, n'est-ce pas, d'utiliser ça avec ma sœur, parce que ma sœur devant, comme ceci. Ça va? Et puis alors, il y a un grand tamis avec du blé, un tamis, du blé dedans, n'est-ce pas? Et avec ça, on arrivait à tourner. Il m'est arrivé d'aider ma sœur, n'est-ce pas? Alors qu'elle était malade, elle avait les yeux, elle avait une conjonctivite. Alors, moi, je ne connaissais pas quand est-ce qu'il faut mettre le blé. Parce qu'on prend le blé, n'est-ce pas, et on le met Elle, qui est habituée, elle entendait le son du moulin, n'est-ce pas, change quand il y a du blé dedans ou quand le blé est fini. Alors immédiatement, elle me fait signe, alors j'ajoute, je mets un peu de blé, n'est-ce pas, et nous continuons. Dès mon jeune âge, je sentais que je causais beaucoup de soucis à ma famille, à mon père, à ma mère, tendu un peu trop tard. Que j'étais un peu de trop, j'étais un peu indésirable. Ils avaient pour moi beaucoup d'attention. Ma mère m'a laissé téter jusqu'à l'âge de 2 ans. C'était une façon, n'est-ce pas, de prouver son affection. Mais elle était soucieuse. Elle voyait que elle ne vivrait pas pour me voir enfin libre, avec un emploi, avec la possibilité de gagner mon pain. Et c'était le grand souci de mon père et de ma mère. Cette pauvreté, cette vie difficile, est-ce que ça n'a pas engendré chez vous un sentiment de révolte? Non. Cette pauvreté a créé en moi un sentiment, n'est-ce pas, de sens de la dignité, n'est-ce pas, de l'honneur, parce que mon père a fait 19 ans de service militaire. C'était un officier. Je pensais surtout, n'est-ce pas, à ma situation d'être le plus petit, n'est-ce pas, le plus jeune. Je me disais, enfin, pas de chance. J'étais un peu le domestique de tout le monde, n'est-ce pas. J'appelais mes frères aînés Sidi, c'est-à-dire Monseigneur, Monsieur, n'est-ce pas. Et
Il m'arrivait parfois d'aller à l'école avec des souliers usés, troués. J'avais froid aux pieds. Je ne sentais la chaleur dans les pieds parce que je m'endormais avec les pieds froids, mouillés, nuit, en hiver, que le matin quand je me réveille. Le matin quand je me réveille, je sens mes pieds, n'est-ce pas, chauds. Vous savez, on ne mangeait pas à notre faim à cette époque, pendant la guerre. Et le directeur, M. Bollon, faisait des économies sur notre nourriture. On mangeait, on prenait, n'est-ce pas, un bout de viande avec un peu de courge, de l'eau. De sorte qu'à cet âge où le garçon a besoin, n'est-ce pas, de vitamines, n'est-ce pas, de force, pour se développer, nous étions privés. C'est pour cela que je n'ai pas pu atteindre plus que 1,65 m. Je suis entré au mois d'octobre comme interne au collège Sadiki. Un mois et une semaine après, début de novembre, le surveillant général, M. Sourdon, est venu m'appeler pour me dire que ma mère est morte. Je suis rentré à Rastir. Je l'ai vu. Mon père était là. Il m'a dit, va embrasser ta mère. Je l'ai embrassé sur le front. Je me rappelle encore cette sensation de froid. J'ai embrassé la tête d'une morte. Il m'a semblé qu'elle était très froide, glacée. Mais en allant à l'école, le matin, je voyais les rues, la place de la Casbah, avec des soldats français, des zouaves, armés. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est? Gelez, Hawat Gelez, il était mort, il était français. C'était la France. C'est à ce moment-là que j'ai senti que mon pays vivait une vie pas normale, n'est-ce pas? Il y avait des forces étrangères, n'est-ce pas, qui dominaient ce pays. La France, c'est autre chose. C'est autre chose que les baies, c'est la domination de puissance étrangère. Cette vie, pas normale, c'est celle de la colonisation. La France gouverne un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, et la Tunisie n'en est qu'une parcelle. En 1921, le jeune Bourguiba prépare son baccalauréat. C'est son frère Mahmoud qui paye ses études au lycée Carnot. Habib ne l'oubliera jamais. Et pour commencer, il est le meilleur en français. J'étais premier parce que les professeurs étaient justes, mais quand je sortais dans la rue, j'étais un bico. Je ne pouvais même pas entrer dans un café réservé aux Français. Cette situation, n'est-ce pas, m'a fait prendre conscience que je suis en mesure de battre les Français, même dans la langue française. Et que c'est l'injustice, c'est le protectorat, c'est le colonialisme.
qui faisait des Tunisiens des êtres diminués. Pour ne plus être diminué, il faut réussir. Pour la première fois, un journal tunisien parle de Bourguiba. Premier, avec mention bien. Habib Bourguiba. J'ai dit à mon frère, voilà, c'est fini. Je lui ai dit, je voudrais continuer. Aller en France. Finir mes études. Voir un peu la France. Me pénétrer de cette civilisation. Ce peuple, n'est-ce pas? Voir les dessous de cette formidable machine qui est en train de nous écraser. Faire les points faibles, les points forts. Voir le Parlement, voir les meetings, assister, n'est-ce pas? Sans parler des études à la faculté. Je voudrais aller à Paris. 27, j'ai pu obtenir ma licence de droit, mon diplôme de l'école libre des sciences politiques et rentrer sans le sou, avec une femme. Cette femme, c'est Mathilde Lorrain, une Française. Il l'épouse en août 1927. Elle lui donnera un fils, Habib Bourguiba Junior. Plus tard, beaucoup plus tard, ils divorceront. Mais aujourd'hui, Bourguiba a tenu à remettre à sa fidèle compagne la plus haute décoration tunisienne, le mérite Bourguiba. Pour tout ce que tu as souffert avec moi pendant 30 ans. Mais j'ai fait mon devoir. Oui, oui, tu l'as fait. Et je te dois ça. Merci. Et même beaucoup, beaucoup plus. Je crois que je l'ai mérité, ainsi que tous les anciens qui sont là. Oui, oui. C'est pour Plus cela tard, pour eux. que j'ai tenu à faire cela, n'est-ce pas, publiquement, en présence de tous les vieux militants que tu as connus. Oui, que je revois. Je te revois. Et je Ils leur sont souhaite de très vivre contents. longtemps avec toi. Et moi aussi, j'espère pouvoir vivre un peu plus longtemps. Mais enfin, je suis content que j'ai vécu jusqu'à ce que ce jour où j'ai pu consacrer et récompenser tout ce que tu as fait pour moi, pour mon pays, pour ma patrie, tout ce que tu as souffert pendant les périodes de lutte, tout ce que tu as fait pour faire de mon fils un Tunisien, un musulman. C'est cela. De même que si je l'ai fait, c'est pour être comme lui et comme toi, Oui. musulmane. Oui. Et je l'ai fait de grand cœur. Oui, oui. Et je continuerai jusqu'à la fin de mon heure. Ce qui m'impressionnait, c'est surtout la domination coloniale, l'humiliation, n'est-ce pas? Le fait que cette politique, n'est-ce pas, non seulement, n'est-ce pas, nous déposséder de nos terres, n'est-ce pas, et de nos biens, n'est-ce pas, mais nous mener tout droit, inéluctablement, vers l'annexion, n'est-ce pas, l'assimilation, n'est-ce pas, la disparition, la mort, n'est-ce pas. Et que devant cela, n'est-ce pas, je me suis soulevé, n'est-ce pas, j'ai heurté, j'ai décidé de sacrifier ma vie, ma jeunesse, tout, pour essayer de délivrer, n'est-ce pas, ce pays, n'est-ce pas, d'en finir avec ce régime. J'étais un de tous ces patriotes qui existaient, de cette jeunesse, n'est-ce pas, qui vibrait, n'est-ce pas, pour un idéal, n'est-ce pas, qui paraissait inaccessible, n'est-ce pas, et que moi, j'ai voulu réaliser. J'étais décidé, n'est-ce pas, à consacrer toute ma vie, à mourir, cas échéant. C'est la mort ou la liberté. Bourguiba fonde le Néo-Destour et il se jette à fond dans la lutte. Le 3 septembre 1934, il est arrêté. Oui, ce jour-là, le 3 septembre au matin, à l'aube,
alors que les militants, n'est-ce pas, étaient dans la maison, je vois arriver le caïd de Monastir, Hachem Khalifa, qui vit encore. Qui m'intime l'ordre, n'est-ce pas, de m'habiller, n'est-ce pas, être déporté. Il dit, je m'y attendais. J'ai fait ma toilette, j'étais habillé en arabe, avec la jebba, c'était en été, il faisait chaud. J'ai fait prévenir ma sœur, qui habitait ailleurs, qui était un peu plus loin. Elle est venue, n'est-ce pas, en pleurant, n'est-ce pas. Les militants ne voulaient pas en démordre, surtout le président. Elle dit, nous ne sommes pas des hommes, si nous vous laissons prendre comme ça, n'est-ce pas, entre nos mains, mais nous mourrons ici tous. Imbécile, tu n'as pas compris ma stratégie. Ce n'est pas comme ça. Il faut que je sorte, que je parte. C'est inutile, n'est-ce pas? Vous allez faire une bagarre. Bon, ben, la France apportera son armée, sa gendarmerie, vous serez écrasés, vous aussi, et ce sera fini, n'est-ce pas, du mouvement. Moi, c'est autre chose. Vous avez oublié alors tout ce que je vous ai dit. Ce n'est pas un attaquant de front, n'est-ce pas, la France, n'est-ce pas, la force française. Je sortirai. J'irai là où on m'amènera. Mais après moi, je suivre mes instructions. Maintenir l'agitation. Cette agitation, n'est-ce pas, pour laquelle je suis maintenant, aujourd'hui, n'est-ce pas, déporté, il faut savoir la maintenir, l'augmenter, la faire durer, quel que soit le prix, jusqu'à ce que la France finisse par me ramener. Voilà ma stratégie. Il ne s'agit pas de m'empêcher de se heurter avec la force française, n'est-ce pas? Alors ils ont compris. Je dis bon. Alors, rappelez-vous de ça. Moi, là où on me mettra, ne craignez rien. Je tiendrai debout. Je resterai debout. Je ne flancherai pas. Dans 10 ans, dans 20 ans, je serai toujours comme vous le savez. Je vais sortir. Je vous dis qu'au moment où je passe la porte, il faut que les femmes poussent des you-you de joie, pas des pleurs. Vous savez ce que c'est que les you-you, n'est-ce pas? Dans les cérémonies, les mariages, n'est-ce pas? C'est des cris de joie, n'est-ce pas? Il faut des cris de joie et non pas des larmes. Je m'en vais. Je ne suis pas un criminel. C'est dans la lutte pour mon pays que je vis. Il faut des you-you de joie. Bourguiba sera déporté dans l'extrême sud de la Tunisie, à Borges-le-Bœuf, près de Tataouine. Il y restera 2 ans, jusqu'en avril 1936. Cette captivité dans le désert, c'est d'abord pour lui ces vers de Victor Hugo. J'accepte l'âpre exil, n'utile ni fin ni terme, sans chercher à savoir et sans considérer si quelqu'un a plié qu'on aurait cru plus ferme, ou si plusieurs s'en vont qui devraient demeurer. S'ils sont 1000, eh bien j'en suis. S'ils ne sont plus que 100, je brave encore Scylla. S'il en demeure 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Bourguiba est de nouveau arrêté le 9 avril 1938. Il est amené ici, dans la cellule numéro 17, à la prison de Tunis. Aujourd'hui, il est revenu. C'était votre cellule. Oui, c'est là où j'ai passé la nuit du 10 au 11.
الدبل شرب شيء. Avec mon par-dessus, mon burnous. Il n'y avait pas de lumière. Voilà. J'étais comme ça. Chef d'accusation contre Habib Bourguiba, provocation à la haine des races, au vol, au meurtre, au pillage, à l'incendie. Et le juge d'instruction, le colonel de Guérin de Kayla, qui était décidé à avoir ma tête, parce qu'il me considérait comme le plus grand danger pour l'Empire français. Avec toute l'estime qu'il avait pour moi, il avait pour moi beaucoup d'admiration. Et il disait, c'est un homme qui doit mourir, qu'on doit exécuter en lui tirant un grand coup de chapeau, s'il le faut, mais qui doit mourir si l'Empire français doit exister. J'ai dit à mes camarades de savoir mourir bravement, pour ne pas se laisser bander les yeux, n'est-ce pas? La mort, c'est peu de choses, c'est une seconde. Ils vont mieux mourir les yeux ouverts, en criant vive la Tunisie. « 1942, c'est la guerre du désert. Partie d'Égypte, les armées anglaises, les forces françaises libres, puis bientôt les troupes américaines pourchassent Rommel jusqu'en Tunisie. Pendant tout ce temps, Bourguiba était transféré de prison en prison. Libéré par les Allemands, il va pourtant refuser de prendre parti pour l'axe dont il pressent la fin, comme ici celle de l'Africa Corps au Cap Bon. « 1943, les Alliés entrent à Tunis. La ville est en ruine, le port dévasté. Et avec la fin de la guerre, tout rentre dans l'ordre colonial. Les années passent, le même cérémonial se poursuit. Les résidents, les baies, rien n'a vraiment changé. Et pourtant, le monde a changé. Partout, les peuples colonisés se soulèvent. Bourguiba a repris le combat. Au Caire, il cherchera vainement l'appui de la Ligue arabe. Mais en Tunisie, les sabotages commencent, les routes sont coupées, les trains sautent. Pour protéger les récoltes, on fait appel à la troupe. Les pacifiques tunisiens sont passés à l'action directe. C'est l'engrenage. La France envoie des renforts. Bourguiba organise la résistance. Je formerai des hommes pour qu'aux balles, les Tunisiens répondent par des balles. Même avec des bandits, même avec des félagas, même avec des gens capables de tirer, de tuer, de rendre coup pour coup. On a acheté des armes, des vieilles armes. On a volé, n'est-ce pas, des armes chez les Français, des sergents, des intendants, n'est-ce pas, tunisiens. Et on a formé cette petite armée de guerrieros clandestines.
qui devait répondre du tac au tac, n'est-ce pas, aux associations, l'association de la Main Rouge, qui tuait, avec la complicité de la police, les hommes en plein jour, sans jugement. Oui, nous avons connu des moments dans cette troisième épreuve de force, des moments terribles, où la répression devenait tellement sauvage qu'elle arrivait à démolir le moral des meilleurs militants. Arrêté de nouveau le 18 janvier 1952, Bourguiba est finalement transféré à l'île de Groix. Dans ce dernier exil, il continue à animer la résistance tunisienne jusqu'à la conquête de l'indépendance. Et la guerre reprise, et les luttes, et le sang, et les massacres, n'est-ce pas, des colons, n'est-ce pas, répondant aux massacres, n'est-ce pas, des Tunisiens, n'est-ce pas, coup pour coup, tête pour tête. C'est le dernier quart d'heure, la France va venir. Elle est en train de pencher, la balance de la Tunisie est en train de gagner. Tenez bon! Ce sont les dernières minutes du dernier quart d'heure. C'était fin mai. Le mois de juin. Le 31 juillet. 2 mois. M. Mendes France était là. Pour renverser toute la politique française. Accorder l'autonomie interne aux Tunisiens, c'est-à-dire l'État devenant tunisien, avec toutes les prérogatives d'un État souverain, les prérogatives sur le plan intérieur. Le 1er juin 1955, c'est enfin le retour. Une foule immense l'attend. Elle attend l'homme qui, depuis 25 ans, incarne la lutte pour l'indépendance. Pour Bourguiba, le combat n'est pas fini. Il lui faut encore déjouer les intrigues de ceux qui, les épreuves terminées, voudraient tirer à eux les fruits de la victoire. Et cette victoire, il faut d'abord la concrétiser, en obtenant de la France une indépendance totale. Ensuite, la voie est toute tracée. Président de la Constituante, chef du premier gouvernement de l'indépendance et enfin, premier président de la République tunisienne. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux? Oui, je me sens heureux d'avoir réussi le grand pari de ma vie. De Gaulle a dit, j'ai ceci de commun avec M. Bourguiba, qu'il sait prendre des rendez-vous avec l'histoire. Et à 30 ans, j'ai pris un rendez-vous avec l'histoire. Faire de mon pays un pays indépendant. Ce rendez-vous, j'y étais. Un rendez-vous chargé. Il faudra surmonter bien des crises. Guerre d'Algérie aux frontières, Sakiet et ses morts, la bataille de Bizerte. Mais Bourguiba inlassablement poursuit sa route. Dans le tiers-monde, dans le conflit palestinien, sa voix sera toujours celle de la sagesse. Aujourd'hui, en Tunisie, pour son anniversaire, sa route est faite d'arcs de triomphe.
Et l'armée tunisienne rend les honneurs à un pouvoir qui a su rester civil, ce qui n'est pas si fréquent dans le monde arabe. Avant de rentrer en Tunisie, je suis rentré en 1949. J'ai vécu, j'étais en Égypte, le premier putsch militaire. C'est un putsch qui s'est réalisé en Syrie par le colonel Zaïm, Hosni Zaïm. Il a débarqué en un tour de main, en une nuit, le président de la République, qui était un patriote, un vieux patriote, qui n'était pas un salopard, qui n'était pas un viveur, qui n'était pas... Kouatli, Choukri Kouatli. Et puis il s'est installé au pouvoir et il s'est donné le titre de maréchal, avec beaucoup de dorures, n'est-ce pas? Beaucoup de... beaucoup de décorations, n'est-ce pas? Et il se prétendait vouloir faire assainir la situation. Islah al-Fassad. C'est-à-dire mettre fin à la corruption, n'est-ce pas, au mal, n'est-ce pas, pour apporter le remède, n'est-ce pas, la propreté, etc. Je me suis dit en moi-même, et je l'ai toujours dit à mes camarades, cet homme-là, c'était une expression populaire tunisienne que je traduis textuellement, a ouvert une porte qu'il sera difficile de refermer. C'est très grave. Si un chef d'État, n'est-ce pas, est à la merci de son armée, n'est-ce pas, à la merci de l'armée qu'il a créée lui-même, n'est-ce pas, alors il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'autorité, de prestige, n'est-ce pas. Eh bien, je vais vous dire une chose que vous ne savez pas, peut-être. Cette situation a failli arriver en Tunisie. Au moment du complot, le fameux complot contre ma personne, en 1962. Un complot qui a réuni justement des félagas, c'est-à-dire ces pauvres diables, ces campagnards, n'est-ce pas, avec lesquels j'ai mené la dernière bataille, et des officiers de l'armée tunisienne, d'anciens de l'armée française, comme le colonel Ben Saïd, il était chef des blindés, qui ont 10 exécutions. Depuis ce complot, c'est fini. C'est le calme, la sécurité, la joie de vivre, la foi dans le peuple, entourant, n'est-ce pas, cet État, son chef, de leur affection, de leur gratitude, et se lançant avec le même enthousiasme dans la lutte pour l'élévation du niveau de vie, pour la justice sociale, pour la prospérité et l'invulnérabilité de l'État tunisien. Gougouche, la plus grande vedette iranienne, est venue chanter à Monastir pour l'anniversaire de Bourguiba. Les fêtes vont durer 15 jours. 15 jours heureux, mais aussi exténuants pour le président et pour la présidente, Madame Vassilia Bourguiba. Quelle impression est-ce que l'on ressent d'être la femme d'un homme qui est déjà dans l'histoire?
D'abord, je voudrais que vous me dites Madame Bourguiba, pas Madame la Présidente, car je ne suis pas présidente. Eh bien, Madame Bourguiba, quel effet est-ce que cela fait d'être l'épouse d'un homme qui est déjà dans l'histoire? Je crois que c'est la chance de ma vie d'avoir être la compagne d'un homme aussi prestigieux, un homme qui est dans l'histoire, et d'avoir vécu à ses côtés et vécu enfin les moments émouvants pendant la lutte. Est-ce qu'il y a des moments que vous regrettez? Oh non, jamais. Au contraire, je vis avec ces souvenirs. Monsieur le Président, si je vous pose une question simple, qu'est-ce que c'est que le bourguibisme? Ben, le bourguibisme, c'est un peu le résumé, enfin, ce que vous pouvez tirer de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Cette façon de voir les choses, cette façon d'exploiter l'événement, d'avoir un but honorable et fascinant, des qualités morales, une ténacité à toute épreuve, le sens du possible, le sens des étapes, la persévérance, le mépris de la mort et des risques, les calculs justes, les vues lointaines, les plus justes. Tout cela, c'est Bourguiba, c'est le bourguibisme. C'est avec ça que j'ai fait ce que j'ai fait dans la vie. Je suis, je ne dirais pas le seul, un des rares qui est commencé à zéro, à moins de zéro, qui est arrivé à réaliser son rêve et qui a pu y a réussi et qui mourra en laissant la Tunisie, une Tunisie tout à fait autre, différente de celle qu'il a trouvée quand il est jeune, et qui durera et qui continuera sur la lancée pendant des siècles, quand mes ossements seront devenus de la terre. Voilà Bourguiba. Un monastère près de la maison natale, le mausolée de Bourguiba. C'est ici que sera mon tombeau. Ici. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez à la mort? Oui. J'ai jamais cessé de penser à la mort. Mais sans ça ne m'a pas jamais effrayé. Et au souvenir du peuple tunisien? Oui. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Je sais que vous donneriez votre vie pour prolonger la mienne, mais quelle que soit la longueur, n'est-ce pas, la durée de ma vie, elle finira par la mort. L'essentiel pour moi, c'est que vous continuez après moi, n'est-ce pas, sur la même lancée, avec les mêmes principes, sur les mêmes rails, n'est-ce pas, vers le progrès. Voilà, je dis, même si la prochaine fois je ne serai pas avec vous, si je suis mort, eh bien, je ne serai pas loin de vous, je serai ici, pas loin de la salle des congrès, je serai ici, dans cet endroit, avec immense dôme ici, avec de la lumière. On va enlever tout ça, on va faire des grandes colonnes pour permettre à la lumière d'entrer. Permettre à la lumière, oui, ça. Là, ça va être fait comme ça. Voilà. Ce n'est pas que j'attache une grande importance, n'est-ce pas, ces choses-là. Je serai la terre, mais ça permettra au peuple tunisien de venir, non pas pour adorer, n'est-ce pas, des pierres, mais pour se rappeler, n'est-ce pas, la vie de cet homme et essayer, n'est-ce pas, de suivre ses traces.